Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et alors hier soir j'étais un peu prisonnier de mon indécision et je vous ai demandé en sondage quelle vidéo est-ce que vous aimeriez voir aujourd'hui. Et on peut pas dire qu'une majorité ultra claire se soit distinguée, mais tout de même c'est l'œil de Willou qui l'emporte. Alors on va parler Ligue 1, Première Ligue et de bien d'autres choses encore. C'est parti. Et on commence avec sans doute la plus belle affiche du week-end, un derby londonien qui a tenu toutes ses promesses, et je parle pas de Tottenham-Fulham, très plaisant à suivre, j'en ai vu à peu près les 2/3, et les Spurs l'ont emporté au finish 3-1, mais évidemment de Chelsea-Arsenal, le choc Sarri-Emery qui a tourné à l'avantage de l'Italien. Pedro a ouvert le score au bout de 9 minutes sur un modèle de contre, Morata a fait des misères à Mustafi pour doubler la mise à la 20e, et on s'attendait à ce que les Blues déroulent, mais les Gunners ont répliqué dans la foulée. Deux frappes puissantes signées Mkhitaryan et Iwobi, et avec un peu plus de réalisme, ils auraient même pu virer en tête à la pause. C'était en tout cas une mi-temps de football assez exceptionnelle. La seconde en comparaison fut terne, mais illuminée par un très joli numéro d'Hazard, qui délivre à la 81e un centre décisif pour Marcos Alonso, troisième buteur espagnol de la soirée pour des Blues, décidément très à Soul. 3-2 score final, et les hommes de Sarri prennent provisoirement la tête de la Première Ligue. Alors déjà, du point de vue du spectateur neutre, gros kiff sur ce match, beaucoup de qualité technique sur le terrain et des défenses pas loin d'être catastrophiques, ça nous offre beaucoup d'espace et on s'est clairement pas ennuyé. Ensuite, plusieurs enseignements à tirer de la rencontre. Le premier, c'est que la question du milieu de terrain à Chelsea est un joli casse-tête que Sarri semble être en passe de résoudre. Alors c'est évidemment un peu trop tôt pour le dire, mais le repositionnement de Kanté en relayeur, pour laisser du coup le rôle de sentinelle/regista en 6 à Jorginho, a l'air de plutôt bien fonctionner. On a vu N'Golo se projeter très bien sur les phases offensives, il a failli marquer à au moins 2 reprises, et il a été celui qui a créé le plus d'occasions côté de Chelsea, il en a créé 4. Et ensuite Jorginho, depuis cette position basse, il arrive à distribuer des caviars assez exceptionnels. Il est d'ailleurs à l'origine de l'ouverture du score sur une merveille de ballon long. Et enfin, dans ce milieu en 1-2, c'est Barkley qui jouait le rôle du troisième homme, Ross Barkley. Il a joué toute la première période avant de sortir en seconde pour Mateo Kovacic qui a brillé. Il a réussi 100% de ses passes en jouant très souvent vers l'avant. Jorginho, Kanté, Kovacic, est-ce que Chelsea a le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle? Faites-moi savoir vos avis dans les commentaires. Ok, deuxième enseignement à tirer de la rencontre, très rapidement, c'est que les Gunners ont encore beaucoup de travail devant eux, mais on voit déjà du mieux. Emery vient d'égaler le piètre record de pire départ pour Arsenal en Première Ligue depuis 1992, mais d'une, c'est forcément plus difficile quand on affronte consécutivement City puis Chelsea, et de deux, on voit déjà des vrais signes de progression. À la mi-temps, ils auraient pu mener au score, voire peut-être même auraient dû mener au score quand on regarde les expected goals, et même plutôt largement, mais leur finition a été désastreuse. On attend notamment beaucoup plus d'Aubameyang dans ce registre, mais après, je trouve pas que ce soit le chantier le plus inquiétant pour une équipe en général. Je pense que la finition, ça se joue beaucoup dans la tête, et les Gunners vont progressivement prendre confiance et gommer ça. Là où il y a peut-être plus de soucis à se faire, c'est au niveau de la passivité défensive, au niveau de l'intensité défensive. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de courses de replacement qui sont négligées, des espaces qui ne sont pas couverts à temps, comme Marcos Alonso lancé dans le dos de Mkhitaryan pour l'ouverture du score, ou des joueurs qui se jettent trop et qui exposent leur défense, comme Lacazette sur le but du 3-2, dont l'intervention défensive entre petite foulée tranquille et intervention trop paresseuse, c'est un modèle à ne surtout pas montrer dans les écoles de football. Donc voilà, en synthèse, tout n'est pas à jeter pour les Gunners, il y a eu des bonnes choses, je pense que le top 4 sera très difficile à accrocher cette saison, voire impossible, mais à mes yeux l'objectif c'est pas ça, c'est de retrouver du fond de jeu, une certaine stabilité, l'objectif finalement c'est la reconstruction, alors forcément il va falloir être patient. On enchaîne par notre Ligue 1, et les rencontres d'hier ont vu quelques belles performances. La victoire de Rennes face à Angers grâce à un but en fin de match de la pépite Ismaïla Sarr, le succès à l'extérieur de Montpellier à Amiens 2-1, le point du nul décroché à 10 minutes du terme par Nice sur la pelouse de Caen, et par Lille à Louis II, 0-0 contre Monaco. Mais les matchs les plus intéressants étaient sans doute ceux Dijon-Nantes, avec une seconde victoire consécutive pour les Bourguignons, 2-0 grâce à un doublé de Julio Tavares, et surtout ce Guingamp PSG au scénario assez mouvementé. Mené 1-0 suite à l'ouverture du score de Nolan Roux, les Parisiens auraient même pu rentrer au vestiaire bien plus amochés, un but de Benezet ayant été refusé suite à une décision arbitrale qui n'est clairement pas scandaleuse, mais peut-être pas criante non plus. En seconde période, c'est la rentrée de Kylian Mbappé qui a totalement transformé la rencontre, et son doublé en fin de match offre les 3 points aux Parisiens qui avaient déjà refait leur retard suite à un penalty obtenu et transformé par Neymar. Bon alors avant toute chose, juste une petite anecdote qui a déjà bien circulé, alors désolé si vous l'avez entendu, mais ça mérite d'être souligné.
À la fin des années 90, Buffon jouait à Parme et il avait pour coéquipier Lilian Thuram. Ils avaient affronté notamment le Milan AC de Georges Weah, je crois que c'était en 97. Hier, Buffon affrontait le fils de Thuram, qui joue à Guingamp, Marcus Thuram, tout en jouant dans la même équipe que le fils de Weah, Timothy Weah. C'est une histoire qui est assez extraordinaire et qui démontre la longévité impressionnante du bonhomme. Bon, sinon sur le plan du jeu, alors Guingamp était bluffant avant de piocher un peu physiquement, il leur a manqué des jambes et face à un Kylian Mbappé tout frais, il vaut mieux être affûté physiquement. Ensuite, côté parisien, j'ai vu que Tourelle était assez agacé par le trou d'air en première période, mais d'une certaine manière, difficile de tirer de réels enseignements tant on était éloigné du 11 type parisien. Ça allait mieux ensuite en deuxième mi-temps. Personnellement, si j'étais supporter parisien, je verrais quand même plutôt le verre à moitié plein et on va dire la belle réaction d'orgueil à l'extérieur. On sait que c'est jamais facile de l'emporter dans ce genre de match en Ligue 1 en étant mené. On l'a d'ailleurs bien vu vendredi. On parle un peu Serie A maintenant, et à l'image du Paris Saint-Germain, la Juve a dû renverser une situation très compliquée à Vérone pour l'emporter finalement 3-2. Khedira avait pourtant idéalement lancé les Bianconeri en ouvrant le score à la 3e minute, mais Stepinski en fin de première période, puis Giaccherini sur penalty ont donné l'avantage au Chievo avant que Bonucci, bien aidé par les déviations de Mattia Bani, ne rétablisse la balance. Chiellini a cru offrir la victoire à la Juve dans le temps additionnel, mais son but a été refusé pour une faute de Cristiano Ronaldo sur le gardien. Heureusement pour la vieille dame, Bernardeschi a surgi quelques secondes plus tard à la 93e et les septuples champions d'Italie en titre évitent le faux pas de justesse. Alors évidemment, pour ce premier match, tous les yeux étaient rivés sur Cristiano Ronaldo. Il était initialement positionné dans l'axe en tant que neuf, épaulé par Douglas Costa et Cuadrado sur les côtés, avec Dybala en soutien. Mais il n'a pas vraiment brillé dans ce registre. C'est un quatuor qui fait peur sur le papier, mais qui lui a pas permis d'exprimer pleinement ses capacités. Et il a été bien plus en vue quand Douglas Costa est sorti, remplacé par Mandzukic. Mandzukic qui donc a pris la pointe de l'attaque et qui a permis à Cristiano de retrouver sa position préférentielle, un peu déporté sur la gauche, même s'il rentre énormément. Voilà, c'est un peu la question tactique que va devoir résoudre Allegri pour tirer le maximum d'un groupe qui est, sur le papier en tout cas, tout simplement bluffant. Et on poursuit notre tour d'Europe avec un passage en Espagne où le Barça s'est défait cette nuit et en fin de partie d'un Alaves coriace. Très regroupés devant leur but, les Basques se sont finalement inclinés sur un coup franc de Messi frappé sous le mur. L'Argentin avait déjà heurté la barre en première mi-temps, il touchera le poteau en seconde, mais ponctuera son œuvre au bout du temps additionnel d'un très bel enchaînement. Entre-temps, Coutinho avait fait le break pour les Blaugrana. Alors sans surprise, on a eu une rencontre assez unidimensionnelle, 25 tirs à 3, 9 tirs cadrés à 0, 79% de possession, 876 passes contre 229. Voilà, ça fait partie de ces matchs qui font pas particulièrement briller la Liga, mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Alaves ? Le fossé qui sépare les deux équipes semble juste bien trop important, et quand Messi est en état de grâce comme hier, il n'y a pas grand chose à faire. 2 buts remarquables, un poteau et une barre, et l'addition aurait pu être encore bien plus corsée si Suarez notamment avait été un peu plus lucide. D'ailleurs, rapidement sur ce point, entre la Supercoupe d'Espagne et les matchs de préparation, et on pourrait dire même peut-être la Coupe du Monde, où il a été un peu dans l'ombre de Cavani, et moi je me souviens de son match contre l'Égypte notamment, où il avait raté un nombre incalculable d'occasions, ça fait quelques mois que Suarez est moins bien. Est-ce que c'est juste une méforme passagère, ou alors un vrai signe annonciateur de déclin ? On pourrait se dire après tout qu'à 31 ans, la fin est proche, mais à mes yeux, la question n'est pas encore d'ordre physique, parce que quand on voit ce qu'il rate sur le terrain, quand on voit vraiment ce qu'il rate sur le terrain, à mon avis, c'est des choses qui jouent plutôt dans la tête, c'est d'ordre mental, et une fois que la confiance reviendra, je pense que Suarez reviendra à son niveau exceptionnel et qu'il va nous faire encore une très très grosse saison. Après un mercato très agité, l'Inter de Milan lance aujourd'hui sa saison, à 20h30 contre Sassuolo, mais l'actualité des Nerazzurri a été marquée récemment par les propos de Javier Tebas. Tebas, c'est le président de la Ligue espagnole, et dans une déclaration au quotidien ABC vendredi, il a déchaîné sa colère contre le PSG, Manchester City, mais surtout l'Inter de Milan, accusé de manigance illégale dans le dossier Modric. Le club lombard a répliqué en annonçant qu'il aura recours aux voies légales contre Javier Tebas. Alors c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment le temps de traiter en profondeur, mais pour aller rapidement, Tebas en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous, l'été dernier, il avait déjà tenté de bloquer le transfert de Neymar au PSG, et cet été, donc, après avoir vu partir Ronaldo et le dossier Modric qui a pris beaucoup d'épaisseur, même si finalement c'est tombé à l'eau, on comprend qu'ils sont un peu inquiets. La Liga perd ses stars, et des championnats qui étaient un peu dans l'ombre, comme la Ligue 1 ou la Serie A, commencent à retrouver la lumière.
Mais c'est une attitude qui, d'un point de vue neutre, fait forcément un peu mauvais perdant, et c'est certainement pas la communication la plus adaptée. Entre Tebas et Rubiales, souvenez-vous, le président de la fédération espagnole qui avait licencié Lopetegui il y a 2 mois, l'Espagne du foot doit pas être ultra fière de ses représentants institutionnels. On délaisse ces querelles de haute sphère pour retrouver notre rayon de soleil du Championship, le Leeds United de Marcelo Bielsa, qui enchaîne une 3e victoire consécutive, cette fois contre Rotherham, 2-0 grâce à 2 buts signés Luke Ayling et Kemar Roofe. Le départ des Peacocks est immaculé, 9 points pris sur 9 possibles, et la chasse à la Première Ligue est très bien lancée. Alors j'ai pas pu voir le match entier, mais j'en ai regardé juste un bon tiers, et à l'image de ce que faisaient les Wolves la saison dernière, c'est toujours très drôle de voir un club de Championship pratiquer un football aussi latin. Sur le second but, Leeds remonte tout le terrain en construisant une vraie action depuis sa propre surface de réparation. Donc la méthode Bielsa a vraiment l'air de prendre. J'ai vu que les joueurs étaient super enthousiastes en interview, et pour un club comme Leeds qui est à la recherche de sa gloire d'antan, ça fait forcément super plaisir à voir. Moi personnellement, j'espère qu'ils seront en Première Ligue la saison prochaine. Et c'est un peu la même histoire du côté du RC Lens, qui poursuit son entrée en matière conquérante en se défaisant de l'Estac dans un Stade Bollaert qui a longtemps retenu son souffle avant l'ouverture du score signé Yannick Arthur Gomis à la 72e. Thierry Ambrose a doublé la mise à la dernière seconde du temps additionnel. 4 victoires sur les 4 premiers matchs de Ligue 2, une victoire en Coupe de la Ligue, c'est un début de saison absolument tonitruant pour les Lensois, et ça fait plaisir à voir pour un club qui avait si mal démarré la saison dernière. Là on voit que Philippe Montagnier est vraiment en train de construire quelque chose de tangible qui fonctionne, donc c'est top. Alors évidemment c'est trop tôt pour se prononcer définitivement, on verra plutôt dans quelques mois si Lens est vraiment un prétendant très sérieux à la montée, mais il crée une dynamique positive dès l'entame, et c'est forcément de bon augure. Et enfin, on termine sur une nouvelle rubrique qui est appelée à devenir un peu une constante de l'œil de Willou, c'est le but de l'épisode. Et alors pour aujourd'hui, j'en ai sélectionné un qui n'est pas le plus beau marqué ce week-end, mais qui est l'illustration d'un vrai travail mené à l'entraînement, une combinaison qu'on voit bien dessinée sur une ardoise. Alors bravo Theo Walcott, bravo Marco Silva et bravo Everton. Voilà les amis, on en reste là pour cet épisode de l'œil de Willou. J'espère vraiment que ça vous a plu. Quel match est-ce que vous avez pu regarder hier, et ou quel match est-ce que vous allez regarder aujourd'hui? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette nouvelle série avec les équipes à suivre. Cette fois, on va évoquer une équipe qui a beaucoup fait parler d'elle à l'intersaison et qui espère retrouver un peu de sa gloire passée cette année. Voilà, du coup, je vous dis à demain, prenez soin de vous et profitez bien de cette fin de dimanche. Gros bisous.